Donc vous pouvez sortir vos manuels page 23 s'il vous plaît. Non, je plaisante. Qui parmi vous sait ce que c'est que le CDC? Ok, super. Donc vous n'avez pas besoin de manuel pour ce talk, vous avez juste avoir besoin de votre téléphone en 4G, ça sera très bien. Et donc, merci déjà d'être là. On a voulu gagner un petit quelque chose à la fin, donc on vous propose de scanner ce QR code et vous allez tomber sur un formulaire pour estimer le nombre de trigrammes différents qu'il y a dans ce talk. Et donc, comme je le disais, il y aura peut-être une petite surprise pour le ou la gagnante. Donc vous viendrez nous voir à la fin. Donc le principe, c'est pas de répondre à la fin du talk, s'il vous plaît. De toute façon, on comptabilisera que les réponses qui ont lieu dans les... Intransigeant sur l'heure de soumission du formulaire. Dans les 3 prochaines minutes. Ok, nous, on est venu vous parler en fait de notre legacy. On travaille pour un client du retail avec Quentin sur un PLM, Product Lifecycle Management. Ok, c'est un produit en SaaS qui nous permet de gérer du pré-référencement de produits. Et voici notre legacy. Magnifique ces 4 modèles. Attends Ludo, t'es sûr que c'est lisible pour les gens parce que franchement c'est un peu petit, il y a beaucoup de choses. On a retravaillé le truc, slide d'après. Ok. On va pas être très violent avec vous, surtout à 14h. Donc on a simplifié un peu notre schéma d'architecture pour que vous compreniez un peu le contexte dans lequel on vit depuis 2 ans maintenant. Ce projet-là, il a eu une vie avant nous, il a été implémenté par d'autres équipes. Nous, on est arrivé sur le projet et on s'est heurté à des problématiques. D'accord ? À gauche, en gris, je vérifie qu'on voit bien, c'est la plateforme SaaS de PLM qui nous sert, en fait, qui sert nos utilisateurs. Ils vont pouvoir, en fait, commencer à construire leur gamme de produits en mode pré-référencement. D'accord ? Cet éditeur, il a un grand front générique sur lequel nos utilisateurs travaillent avec une grosse base de données. Personne ne comprend, seul l'éditeur la maîtrise et c'est pour ça qu'il vend sa solution très chère. Okay. Et donc pour rentrer sa donnée dans le SI de notre client, il nous met à disposition un module qu'il a appelé HSE, High Speed Exporter, qui sur base d'une technologie ActiveMQ va déverser toute la donnée de son produit dans le SI de notre client. Okay. Donc nous à droite, on travaille sur ce qu'on appelle un ACL, Anti-Corruption Layer. Okay. Donc c'est le produit sur lequel on travaille avec Quentin, qui permet donc de faire rentrer la donnée dans le SI de notre client en la structurant à la manière et aux conventions de notre client, en la nettoyant pour éviter de corrompre la donnée avec celle de l'éditeur, pour les gens qui connaissent un peu. Et donc on a un premier module qui va en fait manger la donnée, consommer la donnée dans RabbitMQ et la diffuser dans un topic Kafka, parce que notre client utilise Kafka, qui est une technologie très inhérente dans notre région. Tout ça, c'est déversé dans un truc qu'on a appelé Input Data, qui est le vrai nom du topic en prod. Une fois qu'on a ça, nous, notre but, c'est de publier en fait la donnée de référencement produit à l'écosystème de notre client, parce qu'il y a des applis qui peuvent avoir besoin de la donnée de pré-référencement, il y a des applis de référencement qui vont avoir besoin de cette donnée, etc., etc. Donc en fait, on a plein de modules qui vont en fait écouter cette donnée brute de l'éditeur et la pousser dans une base de données à nous, qu'on appelait Asset Database. Okay. Cette base de données, on l'a structurée plus ou moins bien, enfin elle a été structurée plus ou moins bien à l'époque. D'accord ? Et donc ces composants-là, ils vont lire la donnée, ils vont écrire dans cette base de données qui nous appartient du coup et qu'on peut administrer. On a une belle API REST qui permet de faire du point à point avec les gens qui ont besoin de notre donnée. Et puis on a aussi des applis qui ont besoin de nous consommer en temps réel. Et donc les rétros surchauffent, paraît-il, dans cette salle. Ok. C'est pas notre présentation. Et donc ces petits losanges là, ces petits carrés roses, ils publient aussi de la donnée en temps réel pour les gens qui ont besoin de la donnée en temps réel. Okay. Ça c'est notre legacy. Okay. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors ça donne quoi en vrai ? On a voulu vous mettre un petit peu des chiffres qu'on a constatés quand on est arrivé sur le projet. Donc, le premier chiffre assez marquant, c'est 10 millions de messages ont entré dans ce fameux topic Input Data. Et donc, on avait 17 composants déployés qui mangeaient cette donnée en permanence. Donc, ça fait quand même quelque chose d'assez conséquent, ça commence à être assez conséquent. Ludo
Ludo vient de parler des consommateurs externes. Donc il y a 10 produits qui consomment nos flux. Et donc là, vous imaginez bien que pour ces produits, il faut que la donnée soit consistante et de qualité. Sinon, ça va poser problème. Concernant notre base de données, il y a 28 tables. Donc c'est pareil, ça commence à faire pas mal de tables à gérer. Sachant que quand on est arrivé, c'était pas forcément tout à fait optimisé. 15 000 lignes de code, ça peut paraître beaucoup ou pas suivant ce que vous avez l'habitude sur les projets sur lesquels vous avez l'habitude de travailler. Ce que je voulais souligner là, c'est que c'était du JS Vanilla sans test, et donc forcément, quand on dit ça, quand on n'a pas de test, quand on n'a pas de filet de sécurité, c'est compliqué après de retravailler sur quelque chose et de faire du refactoring. Il faut faire très très attention à ce qu'on fait. Et le dernier chiffre, c'est plus que 100, c'est le nombre de messages envoyés dans le topic input data pour un seul activité. Donc par exemple, il y a un client qui va mettre à jour un planning ou quelque chose comme ça peut envoyer jusqu'à 100 messages d'un coup dans le topic. Et donc vous imaginez bien. Tu es en train de dire que dans la solution SaaS, là, on saisit un champ de formulaire, ouais. ça balance 100 messages. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, quand j'ai dit ça, vous imaginez bien que ordonnancer les messages, faire en sorte que la donnée en sortie elle soit cohérente et qu'on n'ait pas de désynchro de données, ça commence à devenir compliqué avec tout ce que j'ai dit avant. Et donc, quand on est arrivé avec Ludo sur le projet, forcément il y avait un historique et donc les consommateurs, les leaders étaient plutôt mécontents ou en tout cas ils étaient déçus un peu de la qualité de la donnée parce qu'il y avait régulièrement des désynchros de données, il y avait régulièrement des soucis. À côté de ça, il y avait des procédures de run qui avaient été développées et donc c'était des choses qu'on pouvait run de manière quasi hebdomadaire. Donc en fait, ça consistait à aller prendre toute la donnée qu'il y avait côté éditeur, côté de leur base de données, et de la remettre dans notre base de données. Et donc c'était des procédures qui étaient assez lourdes, ça prenait 3-4 heures, voire plus. Et donc vous imaginez bien que 3-4 heures d'indispo par semaine, forcément les clients à côté et les consommateurs sont pas forcément très heureux de ça. C'était aussi des composants qui étaient compliqués à maintenir, tant sur l'architecture globale, parce qu'en fait il n'y avait pas l'architecture globale n'avait pas été réfléchie jusqu'au bout, et donc l'ordonnancement entre les différents composants était compliqué à comprendre, mais aussi au sein des composants, puisque, comme j'ai dit, c'était du JS Legacy sans test, ça avait été pas forcément réfléchi pour que ce soit maintenable. Donc c'était assez compliqué à rentrer dedans et à maintenir. Les dernières choses, on avait aussi une base dite oversized. J'ai plus en tête exactement le nombre de CPU ou mémoire qu'on avait, mais c'était vraiment beaucoup pour ce qu'on faisait. Et ça, c'était dû au fait que régulièrement, en fait, on avait des pics de données qui arrivaient dans l'input data, et pour que la base de données puisse répondre en temps correct, on va dire que ça ne prenne pas 3 jours à processer les messages, on était obligé d'avoir une base de données qui était très sizée, oversized, et donc ce qui fait que c'était pas non plus optimal, puisque ça coûtait de l'argent et ça coûtait aussi des ressources. Donc moi je suis Quentin Mur, développeur à ZSite, et donc vous pouvez me retrouver principalement sur GitHub et sur LinkedIn. Et moi c'est Ludovic Dussard, donc je suis architecte chez ZSite. Si vous ne savez pas ce qu'on fait, on a un site internet où on fait globalement de la tech, du green et de l'accessibilité. Et donc on est venu vous présenter notre PLS pour les gens qui ont eu notre abstract. Et donc comme on s'est dit que c'était pas très fun de vous faire un talk sur notre legacy, on a codé un Blue Sky pour les Pokémon, qui reproduit exactement le comportement que nos utilisateurs avaient en prod. Donc pour reproduire ce use case, on va avoir ici un petit front-end qui est développé en Vue, qui simule un peu l'UI de notre plateforme SaaS. Chaque action de l'utilisateur ici va publier des messages de création de post Blue Sky dans un topic Kafka qu'on a appelé Post Creation. Et donc on a créé 2 services. On a un service jaune ici, qui est un service de type comment qui va venir pousser en base de données je vais appeler ça des tweets, je ne devrais pas, mais je vais appeler ça des tweets. Ça c'est avant ça. Donc il va pousser les posts dans une base Postgre. Et on a un autre service de query ici. Lui, son rôle, c'est de récupérer les posts. Donc il va consommer la donnée en temps réel. Il va aller récupérer la donnée
qui a été créée et la publier via WebSocket au même front pour servir la donnée aux utilisateurs. D'accord. Une autre base de données, c'est un Postgre très classique. C'est aussi Postgre qu'on utilise en prod chez notre client, avec une seule table qu'on a appelée post, un ID, un auteur et un contenu. C'est ça. Jusque là, ça va. Donc, on vous l'a promis, on vous invite à revivre notre PS en scannant ce QR code à l'aide de votre téléphone. On ne va pas vous voler vos bitcoins, ne vous inquiétez pas. Et donc, allez-y, faites-vous plaisir. Normalement, vous devez atterrir sur un petit front. Si ça marche, j'essaie en même temps. Alors, on est en 4G parce que le réseau de la fac nous bloquait la passerelle. On espère que ça va passer. Est-ce qu'il y a des gens qui voient le front? Vous êtes trop nombreux à se connecter dessus. Ah, il y a une Sur le page blanche. Page blanche. Plus de 600 requêtes à la minute. Ah, il y a ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà joué avec le front ou pas? Ok, bon, on est limité, on a du rate limite sur l'appli. Ce qu'on peut faire, c'est, Quentin, du coup, tu vas te dévouer, tu as fait des mots. Vas-y. C'est publier des choses sur le front. Ouais, mais je crois qu'on a atteint les quotas. Ok. Quel dommage. Ça... Donc normalement, ce message est assez parlant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on aurait dû voir des tweets qui passent et des tweets qui passent pas. Voilà. Et donc là, erreur système, vidéo, je pense qu'on a fait une petite erreur dans notre architecture de notre petite appli. Et ce que je te propose, c'est de revoir ça depuis zéro et de tout réécrire au propre. Non, tu fais rien cette nuit, je crois. On va pas tout réécrire. 15 000 lignes de code, tu te rends pas compte? Bon, ça c'est... Je pense que je sais ce qui se passe. Ah ouais? Je vais t'expliquer ce qui se passe. Mais avant ça, on a repris cette citation d'un architecte britannique en bâtiment. Mais ça résume tout à fait en fait ce qui s'est passé sur notre produit Legacy. Si vous pensez que l'architecture de qualité coûte cher, essayez les mauvaises architectures. Vous verrez les résultats au bout de quelques mois. Là, clairement, sur notre Legacy, les solutions n'ont pas vraiment été pensées à l'époque. Et donc, Quentin, ouais. Je pense que ce qui se passe, c'est que nos deux services consomment la donnée en temps réel en même temps. Okay. Et donc, tu sais comme moi que l'écriture est plus longue que la lecture. Ouais. Et donc, avant que celui-là écrive la data, celui-là consomme la donnée, c'est de la récupérer, et là, il n'arrive pas à trouver les posts, en fait. Ouais, tu veux dire qu'il y a une sorte de concurrence entre les deux services et que du coup, en fait, le poste n'existe pas dans la base alors que l'autre veut essayer de le récupérer. Tout à fait. Okay. Donc, plutôt que de tout réécrire, si on casse ces liens, ouais. D'accord, qu'on les remplace par autre chose, ça devrait solutionner nos problématiques. Ouais, parce que là, le service, il est reconnecté à rien. Donc il faut quelque chose pour combler ce manque. Tout à fait. J'ai pas d'idée, moi, par contre. Eh bien, si tu veux que je t'explique, j'ai une solution, ça s'appelle le CDC. Ah ouais? Le Change Data Capture, ça te parle pas? Non, je connais pas. Ok. Je t'explique et tu vois si après t'es chaud pour refactorer. Vas-y, go. Allez. Donc le Change Data Capture, CDC, c'est une technologie qui est finalement assez vieille, qui consiste en fait à monitorer et capturer les changements qui ont lieu directement sur une base de données. D'accord? C'est capturé, c'est monitoré, après les systèmes peuvent venir écouter ces changements et réagir dessus. Ça, c'est une définition de Debezium. Et c'est quoi Debezium? Je suppose que c'est un outil qu'on va utiliser? Tout à fait, c'est un des outils dont tu vas avoir besoin pour corriger notre problème. Ok. Comment ça se passe? Donc Debezium, c'est une solution open source. Tu sais qu'on aime l'open source? Oui. Le principe de ça, c'est de déployer le petit serveur Debezium en fait, qui sait communiquer avec une base de données. Okay. Lui, ce qu'il a besoin de faire, c'est lire les journaux techniques de la base de données, les write-ahead logs, on appelle aussi ça des WAL, d'accord? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire ces journaux, il va capter en temps réel les changements qui ont lieu sur ta base de données. Au passage, tu peux soit déployer le serveur Debezium, mais si tu travailles dans un contexte Java, disons une engine, tu peux l'intégrer en mode Spring directement dans ton appli, et en fait tu peux avoir juste un service qui écoute ces changements-là.
plutôt Par pratique. contre, nous, on est en Node.js. On est en Node, pas de chance. Mais on fait du Kafka. C'est vrai. Et donc, Debezium supporte aussi ce qu'on appelle un connecteur Kafka Connect. C'est ça qu'on va utiliser. Ça m'intéresse. Ok. Donc une fois que tu as bootstrappé Debezium, lui, il écoute les journaux, il capte les changements, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va les publier dans un topic Kafka. Il va tout déverser, Ouais. et ensuite, ton appli, elle n'a plus qu'à consommer ces changements, ici et là, et tout est joué. Ok, et j'ai une idée là comme ça. Si je veux me faire un petit Pokédex avec OpenSearch, tu veux dire que je peux utiliser ce truc-là pour aller pousser de la donnée directement dans mon Tu as aussi les capacités où tu peux synchroniser cette donnée-là dans les OpenSearch et autres, si tu veux historiser le monitoring. Tout est possible. Et donc, Kafka Connect. exact. Qui connaît Kafka Connect parmi vous? Super. Qui connaît Kafka? Je ne vais pas demander. Mieux. Super. Donc Kafka Connect, c'est un peu l'ETL de Kafka. Le principe de Connect, c'est un outil fourni par Kafka, un peu sur l'étagère, comme ça qu'on peut prendre, et c'est un peu du low-code. Lui, ce qu'il fait, il a un socle, et puis on va lui faire manger des configurations qui vont permettre de lui faire instancier des consommateurs ou des producteurs, pour soit prendre de la donnée d'un topic et la pousser d'un moyen de stockage, base de données, Elasticsearch, etc. Ou soit l'inverse, consommer de la donnée d'un topic et la pousser dans une base. J'ai déjà dit ça, non? Ouais, c'est... Ou l'inverse, plutôt. Se sourcer d'une base de données et pousser la donnée dans un topic. C'est ça. Donc on a deux modes, source et sync. Et puis comme c'est un ETL light, on a aussi des transformateurs et des converteurs. Si on veut un peu manipuler la donnée qui transite entre les deux systèmes, on peut le faire. Ok? Yes. Ça, c'est la base. Donc, on va s'appuyer là-dessus. Je t'ai refait un petit schéma d'architecture. On a notre base ici, Kafka Connect, qui est ici. Alors, Connect, c'est une appli qui sait communiquer avec le broker, d'accord? Il y a une petite API REST ici qui va nous permettre de déployer des connecteurs. Mais pour pouvoir déployer un connecteur, il faut d'abord charger un plugin dans le runtime de Connect, d'accord? Là, nous, on a besoin du plugin de Debezium fourni par Debezium. Okay. Une fois qu'on a ça, eh bien, on peut demander à Connect de déployer un connecteur Debezium dans Connect. Okay. Au travers de cette fabuleuse REST API qui est le /connectors. On lui pousse la conf. Ouais. Connect nous comprend. Donc, il nous comprend. Il va venir déployer une tâche, ok. Donc la tâche c'est un runtime. Cette tâche, elle sait qu'elle va devoir du coup consulter les walls de PostgreSQL. Les fameux. Et il faut aller vite. Et ensuite, hop, on va passer avec nos laptops. Ouais, c'est ça. Donc je la refais vite fait, hop, hop, on déploie le connecteur, il se connecte au wall. Ah, dommage. Aïe, pas assez vite, pas assez Et vite. donc il publie tous les changements d'une base de données. Et donc on peut faire l'inverse. Si on a besoin de faire par exemple de l'OpenSearch, on va déployer un plugin OpenSearch qui va apparaître sur votre écran dans 3, 2, 1. Go. Voilà, en violet. Et de là, une tâche va popper. Et en fait, ça va être l'inverse. On va consommer de la donnée qui provient d'un topic. Par exemple, nous, dans nos use cases d'entreprise, on doit consommer de la donnée fournisseur, mais on n'a pas besoin de la stocker dans une base de données, on veut juste l'indexer pour pouvoir s'en servir quand on en a besoin. Et donc c'est un des use cases qu'on peut avoir. Très embêtant ça. Ouais. Et donc le principe c'est que ça va pousser ça dans OpenSearch si besoin. Mieux. Ok, top. Voilà. Ah, ok. Une fois qu'on a ça, il y a un truc dont je ne t'ai pas parlé, Ouais. c'est comment on arrive là. On va devoir pousser une config. Ouais, t'en as parlé, la config, ouais. C'est la partie low-code. C'est assez velu quand même, non? Une config, ça ressemble à ça. Tout le monde aime le JSON ici, normalement. N'ayez pas peur, on s'y fait vite quand on commence à faire du Kafka Connect. Ça, c'est une des confs qu'on utilise en prod. Si je vous la détaille un peu, le premier truc qu'on va avoir besoin d'indiquer à Kafka Connect Debezium, c'est forcément les infos de connexion à la base de données sur laquelle il va devoir travailler. Là, on utilise une extension qui s'appelle File Provider. C'est pour les gens qui font du Connect.
C'est pratique, ça permet à Connect d'aller chercher, sourcer des valeurs un peu sensibles dans des fichiers qui sont déposés sur les pods à la volée. Plutôt secure comme mode. Ensuite, on a des spécificités liées à Kafka, on va dire, à Connect et au plugin Debezium qui sera un consommateur ou un producteur bien particulier, un dédié, d'accord? Donc il a sa conf dédiée comme si c'était une appli Kafka. On va lui dire, bah, toi, tu vas manipuler de la donnée JSON dans mes topics. Tu veux la sérialiser ou de la désérialiser comme ça. On peut faire de l'Avro si on veut. On peut faire de l'Avro, ouais. On n'a pas envie de s'embêter avec Avro dans la démo et dans notre use case, là, d'accord, pour ceux qui en ont déjà fait. Et voilà, on peut passer plein d'autres confs, il y a de la doc là-dessus. Et puis les parties les plus intéressantes, c'est sur le plugin Debezium, bah, c'est les properties fournies par Debezium. Donc Debezium, lui, il a besoin de savoir, par exemple, les tables qu'il va devoir écouter. Quentin vous disait on avait 28 tables. 28 tables, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a besoin de toutes les écouter? Je ne suis pas sûr. Et donc si on n'a pas besoin de toutes les écouter, on peut les lister dans la conf. C'est la conf qu'on voit ici, la include list, public, voilà, donc ça c'est les noms de nos tables qui sont, comme vous le voyez, illisibles. On peut exclure des colonnes, si on n'a pas besoin de monitorer toutes les colonnes d'une table, on peut le faire aussi. Et puis, Debezium, pour travailler, il a besoin d'une table de heartbeat pour savoir que la base de données est en vie, d'accord? Et donc on doit lui indiquer dans la conf ce qui se passe, enfin où elle se trouve. Et un dernier petite config là, qui est primordial quand on fait du Debezium, c'est le mode de snapshot. Donc on a besoin de dire à Debezium, capture-moi de la donnée, soit depuis que je te démarre, ou soit depuis le début de ma base de données. Donc il y a plein de modes différents. On vous invitera à aller lire les impacts de chacun de ces modes. Nous, Never, c'est tu les captures dès qu'on te lance, d'accord? On s'en fiche de l'historique qu'il y avait avant. Et dernière petite chose, je vous parlais de transformation avec le TL tout à l'heure, on peut utiliser des transformateurs en Connect. Donc si je les déclare moi comme celui-là en mode reroute, je vais pouvoir après configurer le reroute avec ce préfixe transform.reroute. Là, nous, ce qu'on veut faire, à la base Debezium, c'est qu'il a besoin d'un topic Kafka par table écoutée. Donc si on a 50 tables, on a 50 topics. On a 50 topics. Ça fait beaucoup. Et donc il faut administrer 50 topics, maintenir 50 topics, etc., etc. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de se dire on veut router tous les changements des tables qu'on veut écouter dans un seul topic. C'est beaucoup plus simple pour plein de raisons. Et on pourra en échanger tout à l'heure si ça vous intéresse. Et donc pour faire ça, on peut triquer un peu la conf de Connect et lui dire ce que tu vas faire, c'est, à la base Debezium, c'est public.monpost, c'est le nom de la table ici. Tu vas me capturer la valeur là, tu vas tout pousser dans ce topic là, ok? Et la valeur que tu as capturée, eh bien tu vas me la pousser dans un champ table de ma clé. Ce qui fait qu'en fait on va recevoir des messages, et dans le header de ce message, dans la clé du message, pardon, on aura un champ table et il y aura le nom de la table, ce qui fait qu'on pourra applicativement router en fonction des use cases qu'on a besoin de faire. Et ça nous permet du coup de gérer beaucoup moins de topics et de simplifier. Ok, donc si je résume, bah, écoute, je pense que j'ai compris. Tu as été très très clair sur tes explications. Donc je vais résumer un peu la situation. Si je comprends bien, donc du coup on était là-dessus. Tu m'as dit, on va casser les liens de la consommation du topic principal et aussi le lien qui permet de query la database. Et donc en premier, tu as parlé de Debezium et Kafka Connect et donc de déployer un socle et d'injecter le plugin Debezium. Tout à fait. Ok. Et donc ça, si je me souviens bien, après, tu as parlé de topic. Donc ça pousse la donnée dans un topic. Ok. Et du coup, si j'ai ça, j'ai plus qu'à consommer du coup ce topic à la place de l'autre topic avec mon service data query service. Et une fois que j'ai fait ça, du coup, normalement, j'ai la donnée. Alors moi, j'ai besoin de récupérer des données depuis la base de données, donc je vais garder ce lien query qu'on avait avant. Mais par contre, je suis sûr que ma donnée sera à jour, puisque en fait, si j'ai reçu le message dans le topic public post-topic, ça veut dire que la donnée a changé dans la base de données et donc que c'est de la donnée fraîche. C'est exactement ça. Ok, et donc après, une fois que j'ai la donnée, je peux la renvoyer vers le front, bien sûr. C'est chaud. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, en premier lieu, tu as parlé de base de données. Je t'ai quand même préparé un petit remis, histoire qu'on passe pas une heure à refacto. Ah ouais, tu gères. Tu as parlé du wall, je crois. Oui. Il me semble que j'ai lu dans la doc vite fait qu'il y avait un wall level qu'il fallait setter. Ouais, on n'en a pas parlé, mais il y a des petites actions à faire sur votre base de données pour activer
davantage d'écriture sur les fichiers du journaux techniques, là en l'occurrence PostgreSQL, il faut activer un one level en logical. On n'invente rien, tout est documenté sur les logs de Debezium. Ok, donc là on va vérifier. Normalement, dans le Docker Compose, on l'a déjà activé, donc ça c'est pratique. Ok, donc là vous voyez bien que c'est logical, ça doit être un peu plus. Vous voyez petit, mais c'est écrit logical, effectivement. Ok. Deuxième truc, je crois, c'est concernant le heartbeat. Ouais, il faut créer la table. Ok, donc c'est ce que tu as mis ici. C'est ça. Et insérer une donnée pour dire je suis vivant. Ouais, c'est une table très simple, avec une valeur à 1, pour indiquer à Debezium qui peut travailler avec PostgreSQL. Ok. Ensuite, sur la base de données, je pense que c'est ok. Yes. Deuxième étape, déployer le socle Debezium avec Kafka Connect. Donc tu as parlé d'une API, mais je Attends, zoom, tout à l'heure ça foirait. Je suis en train de spammer là, vous voyez? Ah, voilà. Donc là je spam avec Rondoudou, et donc on voit bien qu'il y a une partie des posts qui passent et d'autres qui passent pas. Okay. C'est bon, le rate limit a sauté. Ok, pardon, excuse-moi. Ouais, je disais, du coup, tu as parlé d'une API pour administrer la config, mais Yes. il y a peut-être un outil un peu plus visuel pour nos amis. Parce que... Oui, alors toute notre présentation repose, on a un cluster Kafka en local, qui est une stack qui est fournie par une startup qui s'appelle Conductor, que la majorité d'entre vous doivent connaître pour les gens qui font du Kafka. Et donc ils fournissent une stack complète avec une console visuelle qui s'appelle aussi Conductor. On a du coup dans la stack Docker. Et donc, cette console elle est pratique parce qu'on peut voir tous les topics présents. Ouais. Donc on voit ici qu'on a le topic post-création initiale où en fait l'UI balance tous ces messages. Je peux peut-être montrer Bien sûr. aux gens à quoi ça ressemble. Donc vous voyez en fait les values. C'est vraiment c'est très simple, hein, c'est vraiment les posts. C'est les posts qu'on envoie. Et puis, ils ont aussi un volet Kafka Connect, où si on a déployé un Kafka Connect qui met à dispo l'API REST là, sur /connectors, on peut administrer Connect. Et donc, on peut ajouter un connector. Ok. On peut aussi le faire en ligne de commande pour les puristes. Ouais. On a déployé le plugin Debezium, du coup, il apparaît dans les sources ici, c'est ce qu'on voit là. Ok. Et donc là, je peux mettre ma config. Ouais, parce que je te l'ai mis directement en RAW. Wow. Nous, on a Tu l'as mis en README, bien sûr. Ouais. Donc c'est une config beaucoup plus simple que celle que je vous ai présentée jusqu'avant. On ne fait pas de reroute, on n'a qu'une seule table, d'accord. On peut se permettre de vous afficher nos mots de base de données, puisque c'est une base montée sous Docker. Hop, je donne un petit nom. Exact. Donc en fait là, on indique à Debezium sur quelle base de données il va pouvoir se connecter, comment il va devoir travailler, d'accord. Voilà. Une fois qu'on valide cette conf, et si on la soumet, Submit. Connect, lui, il va comprendre qu'on veut déployer une nouvelle tâche. Il est en train de la monter. Normalement, le state est running. Ça veut dire qu'il y a un traitement qui est en train d'écouter le wall de PostgreSQL, là, d'accord? Donc là, c'est bon. Exact. On peut peut-être faire un petit test pour vérifier que déjà le socle fonctionne bien. Vas-y. Donc du coup, si j'ai bien compris, là, si je fais en action manuelle une action sur la base de données directement en ligne de commande, enfin voilà, sans passer par le Ça contexte, va remonter. ça va remonter dans le topic. Ça devrait remonter. Ok, d'accord. Alors ici, j'ai ma table poste avec tous les postes. Ça, c'est en partie moi et peut-être ceux qui ont su se connecter. Voilà. On va supprimer l'emoji. Hop. Donc là, dès que tu commits, ça écrit dans le wall. Ok, là c'est comité. Et normalement, on devrait avoir des choses arriver. Donc là, on a un topic en plus déjà. Yes. Cascade public.post. Oui, donc ça c'est créé par Debezium au démarrage, on lui a demandé de créer les topics automatiquement. Ok. Et donc, on a les traces là, on a le monitoring, on voit bien le after, donc c'est la nouvelle donnée. Par contre, tu vois, on n'a pas le before. Ouais. Un des avantages de Debezium, c'est d'avoir l'état avant et après, la ligne, ok. Ouais. Je pense que ce que tu as oublié de faire, tu as sauté une ligne sur mon README, il faut activer le mode réplica full sur la table. Toujours lire le manuel. Ouais. Alors, je remonte ici. Et donc là, Ah ouais, voilà, d'accord. Ok. avec un P minuscule. Bien sûr. Petit typo. Ici, hop. Le P minuscule. Donc ça, si vous voulez avoir Ok. le before dans votre RAM, il faut l'activer sur vos tables, c'est important. Et donc vas-y, maintenant si tu réessayes. On peut le refaire. Hop. Je supprime ce truc-là. Tac. Je commit. Ok.
Et les nouveaux messages qui sont arrivés. Alors, je recharge. Beaucoup de messages. Regarde, il y en a un ici, before, là, il est là. Descends un peu. Ah, je l'ai vu. Ça va trop vite. Sur la première page. Ah oui, ici, voilà. Voilà. Voilà, c'est celui que j'ai modifié. Exact. Donc là, on voit bien que le before est rempli, donc ça va permettre d'avoir l'état de la donnée avant et après le changement, et du coup pouvoir faire des diffs par exemple dans votre application, etc. Donc c'est plutôt pratique. Ok, du coup là si je résume, on a fait les actions sur la database, on a déployé notre Kafka Connect avec Debezium, et on s'est assuré que tout fonctionnait correctement, donc il reste la dernière étape qui est... Réfactorer le code. Ok. Et donc, comme ça, moi, ça m'a l'air assez simple. C'est juste, en fait, écouter un autre topic et plus ou moins modifier le mapper parce que la donnée n'est pas forcément différente. Là, on a vu qu'il y a before, after, ce qu'il n'y a pas forcément dans le topic input data. Ok, c'est parti. Ici, donc j'ai mon service database query service. J'ai prévu le coup, j'ai fait du feature flipping si jamais on se trompe, comme ça on peut le revenir à la fin. Et donc ici, le topic, c'est pas post-création. Ça, c'est notre topic originel, là. Ouais, c'est ça. Donc là, ça, il faut le changer. Donc, j'ai mon mode. Si mon mode, c'est CDC. Tu dois écouter public post. Public point. C'est comme ça qu'il s'appelle, celui qui nous a créé. Pokescape. C'est marrant, si on nous répète d'habitude, on a l'IA qui nous pré-génère la ligne, et là ça ne fait pas du tout. Je vais juste vérifier que c'est ça le topic pour ne pas me tromper. Pokescape.public.post. Ok. Non, c'est pas ça. Hop. Tac. Tac. Voilà. Donc on change, on écoute le topic technique du CDC. Ok. Ouais. Et deuxième truc, donc du coup on va changer le mapper. Donc moi juste en fait je récupère l'ID du post. Et donc là comme on a un champ after et before, forcément je vais faire la même chose. Donc je vais faire si le mode c'est CDC. Ouais. C'est dans un nœud after qu'il faut aller, je pense. After.id. Ouais, parce que du coup on va prendre la donnée après qu'elle soit updatée pour avoir de la donnée fraîche. Exact. Même si l'ID de toute façon c'est changé, mais c'est la structure du topic technique. Voilà, tout à fait. Et donc là normalement je suis bon. Oui. On peut relancer. On peut essayer. Alors, on va voir si on a des petits dénis de service là. Ouais. C'est bien, ça veut dire que notre appli est déjà populaire, on peut lancer un truc. Ok, ça va être démarré. En fait, j'ai un petit navigateur. Voilà, tout à fait. Ici, hop. Donc l'application n'a pas, l'URL n'a pas changé. Alors on voit les Pikachu là. Et donc là, on voit avec ce refacto, il n'y a que Pikachu qui poste. Ah, il y a du bizarre, il y a ça la même chose. On n'a plus du tout d'erreur liée à une désynchro de données. Donc là en fait on a resynchronisé nos données et on est assuré d'avoir de la donnée à jour et du coup de ne plus avoir d'erreur, du coup d'être assuré que les postes soient vraiment créés dans la base de données avant de les afficher. Ok. Ouais, Donc là on est pas mal. tu peux éteindre le serveur comme ça, c'est ultra De spammer. éclater les quotas. Tac. C'est ma carte bleue sur le. Bon, Ok. top. Donc c'est pas mal ça. Ça on l'a fait. Voilà. Donc si on résume, ça c'est ce qui nous est vraiment arrivé en fait quand on a repris le produit. On vous remet l'architecture de notre produit qui est en prod, de ce qu'on a fait. Tous ces liens qui existaient quand on est arrivé. Alors on a mis du temps à comprendre ce qui se passait en vrai parce que 15 000 lignes de code ça peut paraître peu, mais quand c'est un truc qui tourne depuis 3 ans avec la donnée qui transite plus de 10 millions de data, voilà, il faut quand même rentrer dedans. Okay. Consommateurs multiples, etc. Ouais, les gens qui viennent nous voir, je comprends pas, j'ai créé le produit, il n'est pas arrivé, machin. Ouais, Okay. c'est ça. Bref, on a coupé ces liens. Ouais. On a ensuite mis un service qui s'occupait, lui, de prendre la donnée de l'éditeur et de la pousser dans la base de données. D'accord ? Et il faisait le même travail qu'avant. Ouais. Sauf que on a déployé le CDC du coup. Voilà. Qui allait lire le fameux wall de la base. Yes.
Nouveau topic qui déversait, comme on vous l'a dit, toute la donnée technique avec en clé la table concernée. Et on est venu rebrancher tous nos services avec du routing en fonction des tables et des use cases métiers qu'on voulait adresser. Okay. Et ça nous a empêché de décider. Okay. Exactement. Donc on vous a mis quelques chiffres aussi pour que vous vous rendiez compte un peu de l'apport que ça a eu dans le cadre de notre projet. Le premier chiffre, en fait, c'est que ça a baissé la consommation mémoire et CPU de la base de données de moitié. Donc c'est pas négligeable. Donc comme je vous ai dit au début, en fait, on avait une base de données qui était oversizée pour répondre à ces pics de données qui arrivaient assez fréquemment. Et là, on a réduit du coup ces pics de nombre de messages qui arrivaient simultanément, et donc ça a permis de downsizer la base de données. Il y a aussi d'autres mesures qu'on a prises, je vais les détailler après. On n'écoute pas les 28 tables forcément, parce qu'il y a des tables qui sont un peu techniques et tout ça, et donc qui n'ont pas forcément valeur en termes métier à être partagées avec les consommateurs externes. Et donc on n'en écoute que 12, donc un peu moins de la moitié. Donc voilà, du coup les services qui s'occupent d'exposer la donnée à l'extérieur sont moins sollicités aussi. Je vous parlais des 10 millions de messages qui arrivaient dans le topic input data, l'entrée là. Et en fait, sur le topic du CDC, il n'y a plus que 200 000 messages, plus de 200 000 messages. Et donc vous vous rendez bien compte que les services qui consomment cette donnée-là, eh ben, finalement, ils sont aussi moins sollicités et du coup, les performances sont améliorées. Et on est plutôt content parce que depuis qu'on a déployé ce CDC de début juin, je crois, en prod, on n'a pas eu de désynchronisation de données, donc les consommateurs externes sont plutôt contents. En tout cas, ils ne sont pas venus taper sur l'épaule parce qu'ils avaient des soucis de désynchronisation de données. Et donc, pour nous, c'est tout bénef parce que on pousse de la donnée fiable. Et en plus, on n'a pas eu à réutiliser nos fameux run d'init pour aller choper la donnée depuis l'éditeur, etc. Donc voilà, la prod a été up tout ce temps-là sans discontinuer. Ça a permis aussi de faire du ménage sur nos services. On en a profité pour revoir un petit peu tout ce qu'on avait et essayer de faire du ménage pour améliorer les performances. Donc on a décommissionné 6 services sur les 17, donc c'est quand même pas mal. Donc il nous reste en gros la moitié des services qui écrivent dans la base de données, la moitié des services qui poussent les données à l'extérieur, et il nous reste l'API. Et donc on a mis à peu près 15 jours, 3 semaines à tester en fait le CDC sur notre pré-prod parce qu'on avait des doutes sur les métriques de la base de données. On avait peur en fait que ce fameux wall allait grossir l'espace disque, pardon. Et donc on a voulu tester ça en pré-prod pour s'assurer que ça n'avait pas d'impact sur les métriques de la base de données et sur les performances. Et donc on a été rassuré. Et quand on a été rassuré, on a mis à peu près 15 jours à refactorer le code, donc les services qui s'occupent d'exposer la donnée vers l'extérieur. Et donc c'est relativement court quand même, parce que je vous ai dit, en fait ce qu'on a juste à faire entre guillemets, c'est écouter un autre topic et réécrire les mappeurs pour aller choper la donnée. Le reste, ça reste globalement la même chose. Et donc on a pu simplifier aussi la codebase parce qu'il y avait des queries qui n'étaient pas optimisées, etc. Il y avait aussi ces fameux champs before-after qui permettent de faire de la diff sur ce qui a réellement changé. Et donc là du coup aussi on a pu faire un gain de performance parce que on ne publie pas forcément tous les messages dès qu'il y a quelque chose qui change en base de données, on publie seulement les messages quand il y a réellement quelque chose qui a changé dans la base de données. Et donc ça a réduit considérablement aussi le nombre de messages qui est poussé vers l'extérieur. On a simplifié aussi l'architecture, j'en ai parlé parce qu'on a supprimé aussi des services, et donc l'architecture est un peu plus simple et c'est un peu plus linéaire aussi avec le CDC au milieu. Donc, voilà. Il y a un meilleur découplage aussi entre les composants. Pour info, en fait, cet été, on a eu besoin de déployer un nouveau service pour des besoins métiers. En fait, ce qu'on a juste à faire, c'est faire en sorte que ce service il écoute le topic du CDC, écrire le mapper correctement et pousser la donnée vers l'extérieur. Et c'était tout, en fait, c'était prod ready. Donc on voit bien là en fait qu'on peut plugger et unplugger aussi des services un peu à la volée comme ça, sans trop d'impact sur l'architecture globale. Et ça c'est plutôt cool.
Comme j'ai dit, les traitements d'init, on les a mis de côté, on les garde sous le coude vraiment en cas de coup dur, mais pour l'instant, on n'a pas eu besoin de les rejouer, donc ça c'est plutôt cool. Et ce qu'on a aussi remarqué, et ce qui est très très cool, c'est ce qu'on appelle le monitoring by design, donc c'est ce que je vous avais montré un petit peu sur la démo. En gros, des fois, on a besoin de jouer des requêtes sur la base de données directement parce qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui fait qu'on a besoin. Et donc, en fait, avec le CDC, toutes les requêtes qui sont jouées directement sur la base de données, ils sont monitorées. Et donc, on va pouvoir voir ce qui a été modifié, etc. Et les services vont pouvoir réagir directement sur cette donnée qui a été modifiée. Avant, si on modifiait quelque chose directement sur la base de données, on devait aussi à la mano dire, OK, repousser cette donnée, etc., qui a changé. Là, avec le CDC, c'est directement fait by design. Ça, c'est des choses qui passent à la trappe et qu'on a compris plus tard. C'est qu'il y a des humains qui font des interventions sur les bases de données. Et quand on doit publier des événements aux autres, et que c'est des événements qui sont publiés applicativement, eh ben, ça crée des désynchros qui nous forçaient à faire des inits parce qu'on ne comprenait pas. Oui. Et donc, c'est un effet de bord plutôt positif, c'est rare. Quand on l'a déployé, on s'est dit, génial, François, qui est notre RA, tu pourras te faire plaisir, ça sera exposé à tous nos clients, et donc ça, c'était plutôt cool. On a quand même voulu vous mettre les métriques de notre base de données, donc c'est un Postgre qui est hosté sur Haven. On vous a dit on a réduit de 50% l'usage CPU mémoire. On voit en juin, là la courbe verte, c'est là on a mis en prod le CDC. Les petits pics que vous voyez, on a quand même, alors on a refait 1 ou 2 inits depuis, parce qu'on avait quand même besoin de republier toute la donnée gérée par le CDC à nos consommateurs. C'est pour ça qu'on voit un gros pic. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a gagné 50% d'usage CPU sur notre base. Ouais, les inits qu'on a fait, c'est pas les mêmes inits, c'est des inits de topic. C'est des inits de topic. On n'est pas venu rechercher la donnée de l'éditeur. Exact. Pareil, côté mémoire, on a gagné 50%. Entre-temps, on avait aussi réduit les écritures-lectures de nos composants applicatifs, ce qui fait qu'au final, on a pu réduire de 50% le sizing de notre base de données qui était aberrant parce que quand on faisait des inits, il fallait avoir une grosse capacité de la base. Et ce qui au final nous fait gagner aussi $100 par mois. Ouais, et notre client est content. Voilà, nous on est content parce qu'on consomme moins de ressources. Tout le monde est content. Et donc on a quand même quelques petits tips à vous donner si vous voulez vous lancer. C'est ça, donc nous on a essayé le CDC par opportunité, Ludo connaissait déjà cette techno et on a voulu l'essayer parce que le use case sur lequel on était nous paraissait apte à essayer ce truc-là. Et donc du coup, on l'a adopté, on est très content d'avoir déployé cette nouvelle technique et on l'a déployé aussi sur plusieurs projets chez notre client, donc voilà. Petit point d'attention, n'oubliez pas de configurer correctement votre BDD. Donc on a vu le wall level qui doit être à logical pour pouvoir permettre de monitorer assez finement la base de données pour faire en sorte que le CDC puisse fonctionner correctement. Et aussi ce fameux heartbeat pour dire que votre CDC est vivant. Bien penser à la structure de votre CDC, donc autant de façon globale sur votre architecture globale si vous avez plusieurs composants que vous êtes en microservices, mais aussi de façon un peu plus micro. Donc Ludo parlait de Kafka Connect, par défaut il pousse un topic par table. Donc est-ce que vous voulez vraiment un topic par table ou pas, ou un topic pour toutes les tables, ou après un juste milieu. Vous pouvez travailler aussi par domaine métier et dire, voilà, moi j'ai 3 domaines métiers, mais j'ai 50 tables qui est divisées en 3 domaines métiers, et du coup je veux 3 topics CDC, et ça c'est tout à fait possible. En fait, vous allez déployer plusieurs confs de connecteurs avec différentes configs. On n'a pas balayé toute la configuration de Debezium, vous en doutez bien, et donc si ça vous intéresse, je vous invite à lire la documentation qui est très complète. Il y a beaucoup d'options qui sont disponibles. Les transformateurs, etc. aussi. Et donc, voilà, il y a tout qui est disponible. Et si vous voulez discuter de ça aussi, on sera disponible sur le stand. Et je crois qu'on a eu un petit souci aussi sur l'été. Oui, quand on a voulu déployer le CDC sur notre pré-prod, en fait, à un moment donné, on a eu des alertes de nos équipes en nous disant l'espace disque est saturé. On s'est dit, en fait, c'est mort, on prend trop de risques, on ne va pas livrer en prod, péter notre système. Déjà, les utilisateurs ne sont pas contents. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait éteint notre CDC
d'accord, pour des raisons green et autres. Et donc en fait, quand les deux solutions sont pas synchro, le wall il se remplit jusqu'à ce que le CDC vienne se rattacher et dépile en fait tous les journaux, d'accord. Et donc en fait, comme on avait été un des deux services et pas les deux en même temps, ça avait fait gonfler l'espace disque, ce qui avait provoqué cette alerte. Et on s'est rendu compte qu'en fait, soit on éteint les deux, soit on laisse tourner les deux. En prod, tout est toujours allumé, donc ça va. Voilà, donc ça c'était un petit Rex sympathique qui nous a un peu réfréné au départ. Dans tous les cas, il faut toujours garder un œil sur vos métriques si vous voulez vous lancer sur le CDC, parce que ça a quand même une empreinte en fonction du mode de snapshot que vous utilisez. Ça peut avoir des effets. Et donc quand vous faites comme nous, déployez d'abord en pré-prod, on a laissé tourner pendant 3 semaines. On a quand même une volumétrie assez importante en pré-prod, donc ça nous a permis de voir un peu le comportement. Et quand on a déployé en prod, on l'a fait progressivement, composant par composant, toujours pareil, pour gommer les irritants de nos utilisateurs. Et si vous faites du MongoDB, il y a une technologie équivalente sur Mongo qui s'appelle les change stream, qui est l'équivalent des walls en fait pour Postgre. Donc c'est aussi supporté par Debezium. Alors je crois que là c'est le grand moment. Et donc, combien de trigrammes dans notre présentation? J'ai vu des chiffres là, j'ai regardé vite fait. Ouais. Donc, CDC, DCD, PLM, ACL, what the fuck. Caché celui-là, ouais, le slide. Base de données, HSE, API, IRL, PLS, ETL, Wall, CPU, BDD, ce qui nous fait un total de 13. Bingo. Qui avait fait 13? J'ai vu des 14, j'ai vu des 12. Personne. Ok. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai vu un ou deux noms. Les gens qui ont mis 12 et ou 14 en fonction du temps de réponse, on a des gourdes. On a ramené 2 gourdes. Zapsit, si ça vous intéresse, des gourdes Zapsit. Elles sont offertes. N'hésitez pas à venir à la fin du talk. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et les feedbacks, s'il vous plaît, c'est important. Ouais, c'est important. Et on vous écoute. Merci. Il y a des questions. Merci. Donc Debezium, c'est très bien pour récupérer les changements d'une base de données, mais s'il ne faut pas avoir une connaissance pointue du schéma de cette base de données pour pouvoir exploiter ce que fournit Debezium? La réponse est non. En fait, nous, la celle sur laquelle on travaille, le schéma de base de données, on ne le maîtrise toujours pas. D'accord. L'avantage de Debezium, c'est qu'une fois que tu lui dis écoute-moi les changements, il te remonte une structure JSON avec tous les champs et ensuite tu peux affiner, dire ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai besoin. Donc ça dépend vraiment des use cases. Nous, on y allait un peu comme ça, pas à l'aveugle parce qu'on connaissait quand même en vrai, mais on peut vraiment se lancer, découvrir comme on vous l'a montré. Ça se fait assez bien. Ouais, je pense qu'il faut partir du besoin métier et puis pas forcément de la technique, savoir ce qu'on a vraiment besoin comme données et après voilà, exposer les tables, travailler avec la structure de données JSON et ça se fait plutôt bien. D'autres questions? C'était clair. Cool. Merci beaucoup, merci à vous. Pas de problème. On a notre démo. Il faut que tu passes le slide. Notre appli elle est disponible sur le GitHub de Zacit pour info. Tout est porté par Docker, donc vous pouvez jouer avec si vous voulez. Et voilà. Et tout ce qu'on vous a présenté, c'est sur la doc de Debezium. Et la stack Kafka complet, c'est sur le GitHub de Conductor. Pause café, tu peux laisser la pause café. Et on va aller boire un bon café et un jus d'orange. Avec apparemment une pause croissant, muffin, tout ça. C'est ça. Merci.